pour illustrer un peu ce que je viens de vous raconter, donc ce dessin vous montre de façon beaucoup plus claire ce qui était en texte sur la diapo précédente. Donc on voit bien la réabsorption facultative ici de l'eau. Première des choses, je vous disais tantôt, sans donner beaucoup d'explications, que l'aldostérone favorise la réabsorption de l'eau de façon à peu près similaire à l'ADH. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Ici, ce qui est écrit est assez important. On voit, au point de vue moléculaire, la différence des mécanismes. Donc, tantôt, quand je parlais beaucoup d'aquaporine au niveau du tubule collecteur et tout, je vous avais donné l'exemple de l'ADH, ce qui était exact. Donc, l'ADH, en mécanisme d'action, c'est de créer un nombre plus important d'aquaporine au niveau, exemple, du tubule collecteur. Et donc, le filtrat qui s'engage ici dans le tubule collecteur contient de l'eau et pourra circuler comme ça à travers la paroi pour retourner dans le capillaire sanguin. Donc, on va augmenter la réabsorption de l'eau. Et on dit ici le mot accru dans le sens où ça va être plus important, justement, exemple, dans un cas de relativement urgent, comme une déshydratation sévère. C'est pour ça qu'on parle de réabsorption facultative. Ça ne se fait pas tout le temps. Ce que je ne vous ai pas dit, par contre, c'est de distinguer un petit peu avec l'aldostérone. Donc, l'aldostérone participe aussi à la réabsorption facultative de l'eau, mais on n'agit pas sur les aquaporines. Ici, c'est un mécanisme un peu différent. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. On va agir sur des canaux et des pompes à sodium. Donc, votre premier réflexe, c'est de dire, ouais, mais ça n'a aucun rapport. En fait, comment un canal à sodium ou une pompe à sodium, en augmentant la quantité de sodium, peut favoriser la réabsorption d'eau? Alors, je pose la question. Et c'est très simple. Concept qu'on répète très souvent. L'osmose. L'eau se déplace vers le plus concentré. Donc, on joue ici sur l'osmose. L'aldostérone, en augmentant les canaux et les pompes à sodium, on va évidemment augmenter le transport de sodium. Donc, on augmente la concentration de sodium. Et l'eau, tout simplement, comme elle se déplace vers le plus concentré, elle va suivre le sodium. Souvent, on va dire que l'eau suit le sel. C'est juste ça. Donc, en augmentant le transport de sodium, l'eau va suivre le sens du sodium. Et par osmose, on va, donc c'est le mot important ici, l'aldostérone favorise l'osmose. En d'autres mots, l'aldostérone va augmenter le transport de sodium au niveau du tubule collecteur, par exemple. Et au lieu de faire des aquaporines, on fait des pompes à sodium. On pompe le sodium vers l'intérieur. Et en pompant le sodium, bien évidemment, l'eau, par osmose, va suivre. Donc, on ne passe pas par les aquaporines ici, on passe directement, en fait, je me suis mal expliqué. On va passer, et oui, par les aquaporines, mais c'est le sodium qui va appeler l'eau. Donc, l'aldostérone, on pourrait considérer que c'est un mécanisme qui vient renforcer un petit peu l'ADH. Parce qu'évidemment, si l'ADH ne fait pas le travail de faire des aquaporines, l'eau ne pourra pas passer, même si je pompe le sodium à l'intérieur. Donc, les deux sont quand même reliés. Fait que dans un premier temps, l'ADH fabrique plus d'aquaporines, l'eau commence à être absorbée, et pour rendre le mécanisme encore plus efficace, on fait, grâce à l'aldostérone, pomper du sodium, et par ce débalancement du sodium, on va favoriser encore plus l'osmose. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que la circulation de l'eau par l'aquaporine va se faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc, c'est les deux mécanismes qui vont être impliqués dans la réabsorption facultative de l'eau. La petite boucle ici vous donne un exemple de la régulation hormonale de la pression artérielle. En fait, je ne l'explique pas. Vous l'avez étudié à 2 reprises dans le cours déjà, dans le cardiovasculaire, et on l'a mentionné déjà. Donc, c'est une boucle au niveau de l'ADH. Elle est à savoir, même si je la sors parce que je ne veux pas vous réexpliquer toujours la même chose, mais vous devez la savoir, comme d'habitude. Donc, évidemment, le stimulus ici, on vous donne un exemple de diarrhée sévère. Ça pourrait être une déshydratation sévère, peu importe. L'idée, c'est que la pression osmotique est plus importante. Donc, si on est déshydraté, là, ça devient un peu plus concentré. Donc, là, on a des osmorécepteurs qui vont détecter l'augmentation de pression. On va faire de l'ADH et tout ça. On va agir sur les reins. La seule chose, c'est que maintenant, vous comprenez plus cette expression-là, parce que je viens de l'expliquer, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, la réabsorption facultative de l'eau va se faire. À l'époque, on expliquait simplement que grâce à l'ADH, on réabsorbe plus d'eau. Maintenant, vous êtes capable de me donner plus de détails. Donc là, vous savez que la réabsorption facultative qui est au niveau du collecteur va se faire via les aquaporines. Dans le distal, il y en a un petit peu aussi. Mais l'idée importante, c'est qu'on diminue la production d'urine, donc la diurèse. Et le fait de conserver l'eau, ça vient diluer la concentration sanguine, donc on va diminuer la pression osmotique.
Donc, c'est une révision très rapide, c'est des choses que vous aviez vues déjà. Ce qui est beaucoup plus important et qui est nouveau, c'est cette image-là ici. C'est un concept que je vais expliquer aujourd'hui de façon en fait basique. Vous allez voir, on va reprendre ce concept-là de façon beaucoup plus importante dans les prochains cours. Éventuellement, je vais vous parler de tous les équilibres acido-basiques qui est extrêmement important. Donc, il y a des mots comme, à pas savoir pour aujourd'hui, mais il y a des mots comme acidose respiratoire métabolique que je vais discuter avec vous. Alcalose, c'est des états très sérieux chez un patient. C'est clair que vous allez étudier ça en soins infirmiers. Mais avant d'aller là-dedans, il faut quand même expliquer un petit peu un élément de base. Donc, 2 substances extrêmement importantes à comprendre ici et le rôle général du rein. Donc, première des choses, je prends pour acquis que ça, tout le monde le sait. Si ce n'est pas le cas, il faut que ça le soit maintenant. C'est des notions de secondaire. Donc, généralement, une substance acide, c'est un pH entre 0 et 6, neutre 7, alcalin ou basique 8 à 14. Okay? Donc, ça, il faut être familier avec ça. Il faut être familier aussi avec le concept que si j'ai beaucoup d'hydrogène, c'est une substance acide. Si j'en ai peu, c'est une substance alcaline. C'est surtout ça qui nous intéresse. J'amène une nuance, une confusion en soins infirmiers parce que ça, c'est une définition très de chimiste, de biologiste, 0,6. Ça ne vous touche pas vraiment. Le sang humain, on avait déjà vu en classe, ça c'est un chiffre que je veux que tu saches par cœur, c'est autour de 7,35, 7,45 en termes de pH. Donc, il faut considérer que quelqu'un qui a une acidose sévère, ça pourrait être 7,3. Là, si vous me donnez une définition très chimique ou très biologique, vous allez dire, ben non, c'est une substance neutre, on est autour de 7 et vous avez raison. Et pourtant, sur le plancher à l'hôpital, aussitôt que vous êtes à 7,32, 7,3, ça va être inscrit acidose. Okay? Donc, il faut comprendre que oui, d'un point de vue scientifique, c'est une substance neutre, mais d'un point de vue humain, le fait qu'on chute en bas du 7,35, c'est trop acide par rapport au 7,35. Le pH est trop faible par rapport à la normale. Donc, on considère que c'est une acidose. Au même titre que si vous montez en haut du 7,45, vous êtes à 7,48, on considère que c'est une alcalose. C'est trop alcalin, c'est trop haut comme pH. Il manque d'hydrogène dans votre corps. Et concept de base, l'homéostasie, on veut toujours l'équilibre. Donc, si vous avez trop d'hydrogène, on s'arrange pour la diminuer, cette quantité-là. Et si vous manquez d'hydrogène, on s'arrange pour augmenter la quantité d'hydrogène. Toujours pour être dans un intervalle d'équilibre. Donc, premier point ici, si j'augmente l'hydrogène ici, puis j'ai trop d'hydrogène, l'impact sur votre sang, c'est que le pH sanguin va être trop petit. Donc, exemple 7. Et, mettons, on se donne un vrai acide, le 6,9, ça serait très sévère, mais juste pour l'exemple. Donc, j'augmente les hydrogènes, j'arrive à 6,9, le sang est plus acide, c'est une acidose. Donc, il faudra compenser. On verra éventuellement comment on fonctionne. Il y a les poumons qui peuvent être impliqués, mais les reins aussi. Donc, comment les reins peuvent aider à réguler le pH? C'est très simple. Si vous avez trop d'hydrogène dans le sang, et c'est acide, question, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Est-ce que les reins vont réabsorber les hydrogènes pour en avoir plus? Au contraire, on va les sécréter. Donc, il y a 3 phénomènes. Filtration, réabsorption, sécrétion. Est-ce qu'on réabsorbe ou on sécrète? Dans ce cas-ci, on va augmenter la sécrétion. On va augmenter l'élimination des hydrogènes. Pourquoi? Parce que j'en ai trop dans le sang. Donc, si je les envoie dans l'urine, oui, mon urine va avoir plus d'hydrogène. L'urine devient plus acide, c'est vrai, mais ça va ramener le pH sanguin à un niveau acceptable. Donc, le pH va remonter dans une fourchette située entre 7,35 et 7,45. L'inverse, si pour X raison vous avez moins d'hydrogène dans le sang, le pH devient plus élevé. Donc là, on peut avoir un problème d'alcalose. Le pH est trop alcalin. Donc, si vous avez peu d'hydrogène, vous souffrez d'alcalose, ça ne fonctionne pas. Donc, les reins ici vont éliminer, donc sécréter ou réabsorber. C'est l'inverse. On va favoriser la réabsorption des hydrogènes. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, si on réabsorbe les hydrogènes, évidemment, au lieu de se ramasser dans l'urine, ils vont être réabsorbés vers les capillaires péritubulaires. Ton urine devient moins acide, elle devient plus basique, mais on va acidifier le sang, donc on va rediminuer le pH vers un taux acceptable. Donc, par exemple, si j'étais à 8, on va accumuler, réabsorber les hydrogènes jusqu'à temps que je redescende à 7,45, exemple. Donc, ça, c'est une façon de faire. L'autre façon,
Le rein, donc, peut ajuster la quantité d'hydrogène dans son urine, mais peut aussi jouer sur la production et la réabsorption, l'élimination par sécrétion des ions HCO3- qu'on appelle les ions bicarbonate. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut retenir, puis si vous savez ça, si vous êtes capable de vous souvenir de ça, ça devient très simple. Les ions HCO3- ont la capacité de neutraliser les hydrogènes. Pour moi, c'est des pièges à hydrogène. Donc, ce qu'il faut imaginer, si, exemple, je suis dans un vaisseau sanguin ici, puis là, j'ai des ions hydrogène qui traînent ici, il y a une réaction chimique qui peut se faire entre la molécule de HCO3- et l'hydrogène ici. C'est du 1 pour 1. Chaque molécule d'HCO3- a le pouvoir d'aller séquestrer un hydrogène. Donc, une réaction chimique qui se fait entre les deux qui fait en sorte qu'on va créer un acide qu'on appelle acide carbonique. C'est pas grave, c'est simplement pour votre culture. Mais on voit qu'ici, le HCO3- permet de retirer du sang cet hydrogène-là et prend cette forme-là. Donc, ça va contribuer à rendre le sang moins acide. Et si j'en ai 3 en surplus, ça va me prendre 3 HCO3-. En d'autres mots, ce que je viens de t'expliquer ici, on l'a en relation comme ça. Ça veut dire que si j'augmente les ions bicarbonate ou les HCO3-, ça fait en sorte qu'on va diminuer la quantité d'hydrogène libre. Donc, ça favorise une augmentation du pH. Si j'ai moins d'hydrogène, on augmente le pH. Et si j'augmente le pH, il est plus basique. Et au contraire, si je diminue les ions HCO3-, j'augmente l'hydrogène. Donc, dans ce cas-ci, ça rend un pH plus acide. Pour résumer tout ce que je viens de dire, j'ai un vaisseau sanguin ici, vaisseau sanguin systémique. Et là, j'ai un problème. Si on vous dit que le sang de la personne est trop acide, mettons un pH de 7, ça veut dire, par exemple, un état d'acidose, votre premier réflexe, la première chose que je veux que tu visualises, c'est la question suivante, est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'hydrogène? Dans ce cas-ci, une acidose, il y a trop d'hydrogène. Donc, la solution qu'on veut, c'est de ramener ça à la normale, donc on veut diminuer les hydrogènes. Donc, si je fais le dessin ici, j'ai beaucoup de H+. Et la question au niveau des reins, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a simplement 2 effets. Toujours. On peut réabsorber ou sécréter et j'ai 2 substances pour travailler. Le rein peut jouer sur les H+, et sur les HCO3-. La question, est-ce que je veux plus d'hydrogène? Est-ce que je veux plus d'HCO3-? Ça dépend de l'effet. Donc, la solution ici, c'était de diminuer les hydrogènes. Donc, évidemment, si je veux diminuer les hydrogènes, qu'est-ce que je veux faire? Bien, dans ce cas-ci, une augmentation d'hydrogène, qu'on a vu ici en termes d'acidose, je vais l'écrire pour que ce soit plus clair. Donc, un acidose, j'augmente les hydrogènes, j'en ai trop. Donc, le rein, on veut réabsorber ou éliminer. Évidemment, on va augmenter l'élimination des hydrogènes dans l'urine. Si j'élimine les hydrogènes, bien évidemment, il m'en reste moins dans le sang, donc on va les éliminer. Est-ce que je veux plus d'HCO3- ou moins? Bien, je veux plus d'HCO3- parce qu'exemple, si ici c'est une quantité normale, mais j'en ai 2 de trop, c'est très imaginatif, c'est un exemple simplement pour vous aider, bien, ça va me prendre 2 HCO3- de plus dans le sang pour aller neutraliser ces 2 molécules-là. Donc, je l'ai dit tantôt, le HCO3- va diminuer la quantité d'hydrogène. C'est comme si on les retirait du sang. Ils vont réagir avec cette molécule-là pour faire une autre molécule. Donc, ça m'en fait 2 de moins. Alors ici, moi, je veux augmenter les HCO3-. Ici, là, on veut augmenter les HCO3- pour diminuer les hydrogènes. Donc, dans ce cas-ci, on va favoriser la réabsorption des HCO3-. Il devrait y avoir moins d'HCO3- dans l'urine que la normale. Pourquoi? Parce que je les réabsorbe vers le sang. Donc, c'est une façon d'expliquer la situation. Et si vous êtes en alcalose, ben c'est la relation inverse. Vous manquez d'hydrogène. Donc, là, au lieu de les éliminer, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les réabsorber. Et si vous manquez d'hydrogène, bien évidemment, on ne veut pas des HCO3-. Donc, on va augmenter l'élimination des HCO3-. Dans ce cas-ci, il y aurait plus de HCO3- dans l'urine. Donc, de façon très simple, le rein va pouvoir contrôler le pH sanguin. Ça, c'est très, très important de comprendre ça.
Et comment on va contrôler le pH sanguin? En jouant sur deux substances, les hydrogènes ou la HCO3-. Si c'est dépendamment de ce qu'on veut faire, on favorise l'élimination ou la réabsorption de l'hydrogène et du HCO3-. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, c'est les deux exemples que je viens de donner. Mais c'est très simple, je ne peux pas faire autre chose. Donc, c'est les deux seules façons que le rein a pour contrôler votre pH. Donc, vous comprenez bien qu'une personne qui souffre d'une infection au niveau des reins, d'un cancer des reins, d'insuffisance rénale, il y a un impact possible sur le pH sanguin. On peut s'attendre que la régulation du pH de cette personne-là va être affectée. Donc, peut-être un patient qui est plus sujet à faire des acidoses, exemple. Ça, c'est un sujet qu'on discutera un peu plus tard dans d'autres capsules, l'aspect des différentes pathologies qui va être associé au contrôle du pH. La diapositive, qui est ici, illustre exactement ce que je viens de vous expliquer, mais de façon beaucoup plus claire que les petits dessins que j'ai barbouillés. Donc, si vous regardez ici, là, c'est exactement le lien que je veux que vous fassiez dans votre cerveau. Donc, si vous maîtrisez cette diapo-là, vous avez tout compris. Le sang qui est acide, il y a trop d'hydrogène. Ça, c'est mon problème. C'est ce qu'on disait précédemment. Ce qu'on veut, c'est aller en situation inverse. Donc, ma solution, c'est diminuer l'hydrogène. Il y a seulement deux façons de faire. Dans ce cas-ci, on augmente la réabsorption des HCO3-, ce qui fait que je vais avoir plus d'HCO3- dans le sang, ce qui va me permettre de diminuer ma concentration d'hydrogène. Et évidemment, quand on dit augmente la sécrétion d'hydrogène, ça veut dire qu'on les élimine dans le sang, dans l'urine, pardon. Faites attention, sécrétion, parfois j'ai des étudiants, 1 ou 2 par classe, qui vont confondre ça avec les notions du système endocrinien de la session dernière. C'est vrai qu'on dit qu'une glande peut sécréter des hormones, donc ça veut dire produire et libérer une substance chimique dans le sang, mais quand on parle du rein, sécrétion, c'est vraiment la même chose qu'on a déjà vu, là, ça veut dire élimination. Donc, un même mot pour dire deux choses différentes, il ne faut pas les confondre. Malheureusement, ça dépend vraiment du contexte. Et comme je suis dans un contexte urinaire ici, la sécrétion réfère au troisième processus étudié, c'est-à-dire déplacer les substances du capillaire péritubulaire, exemple, vers les tubules rénaux pour les éliminer dans l'urine. Situation inverse, alcalin ou basique, le sang a un pH trop élevé, pas suffisamment d'hydrogène, donc on conserve les hydrogènes au lieu de les éliminer ou de les sécréter, et on va se débarrasser des HCO3-, parce que leur effet principal au niveau des HCO3-, c'est de diminuer les hydrogènes. On ne veut pas ça. Ma solution, c'est d'augmenter la concentration d'hydrogène. Donc, pour acidifier le sang et revenir à un pH un peu plus faible. Donc, voilà pour ça. Sécrétion, on n'étudie pas en détail les mécanismes, simplement connaître vos substances sécrétées. Donc, vraiment, ça, c'est 3, il y en a beaucoup de substances sécrétées, mais les 3 ici sont essentiels, c'est 3 déchets toxiques. Hein? Donc, ça veut dire que si vous avez un taux d'urée trop fort au niveau sanguin, ou de créatinine, qui est un déchet métabolique issu du métabolisme musculaire, donc pour produire de l'énergie au niveau des muscles, il y a un des mécanismes qui permettent de faire de l'ATP, mais qui produit ce déchet-là toxique également. Puis l'acide urique aussi, c'est le genre de déchet qu'on ne veut pas avoir dans le sang. Donc, chez un patient qui aurait une ou plusieurs de ces substances en concentration élevée au niveau sanguin, c'est problématique, c'est toxique, ça peut même conduire à la mort. Donc, évidemment, il faut sécréter, c'est-à-dire éliminer ces déchets azotés. Ça vient d'où? L'urée, c'est vraiment simplement la dégradation des protéines. Donc, c'est un sous-produit, la dégradation des protéines. L'acide urique vient de l'ADN, donc une dégradation de l'ADN ou des ARN, ça veut dire les acides nucléiques. Donc, évidemment, c'est un sous-produit également toxique et comme je disais tantôt, on peut faire de l'énergie grâce à la créatine phosphate, mais il y a un sous-produit toxique qui s'appelle la créatine qu'il faut éliminer. Il y a d'autres déchets métaboliques, on vous dit à titre d'exemple bilirubine, métabolite, c'est un terme général, là, ça peut être des vitamines ou d'autres composés chimiques issus des différentes réactions chimiques, des différents métabolismes cellulaires. Donc, c'est à titre d'exemple. Les médicaments ne sont pas à prendre par cœur. Là, c'est quelques exemples. Il y en a bien d'autres qui vont être sécrétés aussi. En fait, généralement, les médicaments ils ne restent pas dans l'organisme. Il faut trouver un moyen de les éliminer, évidemment. Quelques hormones ne sont pas à prendre non plus. Donc, ce qui est vraiment important, là, c'est les deux premières lignes. Donc, c'est des substances qui devraient être sécrétées, évidemment.